Bonjour, Véronique Abadi, je suis donc coordinatrice du CRMR Spraton et je suis très contente de dire quelques mots à l'occasion du vendredi de la filière TTQ qui est consacré au syndrome Charge. Comme beaucoup le savent, le syndrome Charge est une pathologie et des enfants qui me tiennent très à cœur parce que à la fois c'est une pathologie certes rare et complexe, mais qui nécessite d'être bien connue parce qu'elle a des spécificités et même si les tableaux sont assez très différents, même d'un enfant à l'autre, puisque vous savez qu'il y a une multitude d'atteintes possibles et que l'addition, bien sûr, de gravité de chacune des atteintes additionné au fait que les enfants peuvent ou pas avoir telle atteinte, donne l'impression d'un résultat très différent, bien finalement, ces enfants ont un profil, ces enfants et c'est maintenant adultes, et posent des difficultés qui sont assez particulières, assez spécifiques et qu'il faut bien comprendre parce que si on les comprend mal, si on les mésinterprète, si on les interprète mal, on peut soit avoir une impression négative, soit majorer et dire des choses qui ne sont pas justes sur eux, ce qui ne l'aide pas à leur prise en charge, puisque bien sûr, on est tous là pour ça. Alors pourquoi il y a cette spécificité? Probablement à cause du fait que l'atteinte est multisensorielle et que cette atteinte à la fois potentiellement visuelle, auditive, olfactive, vestibulaire, même probablement sensibilité à la douleur, probablement sensibilité au système nerveux végétatif particulier, fait un ensemble qui nécessite d'être bien perçu, bien connu et analysé de façon très subtile. Donc, il y a des choses sur ce syndrome un petit peu récentes, dont on avait l'intuition en connaissant les enfants, mais on s'est donné le mal et c'est tout l'intérêt des connexions que nous avons avec l'association et avec les groupes d'enfants. Donc, nous avons fait l'effort d'analyser les choses sérieusement sur le plan scientifique. Donc, il y a deux choses récentes que nous avons publiées et que je voudrais vous citer. La première concerne la fonction visuelle. Autrement dit, ces enfants ont pour beaucoup des colobomes, c'est-à-dire des absences de rétine et donc quelquefois à la naissance des diagnostics très impressionnants de malvoyance, voire de cécité émises par les ophtalmologues pédiatres. Et en réalité, ces enfants ont des capacités de se saisir de leur vision périphérique, d'utiliser leurs résidus fonctionnels visuels qui sont assez remarquables. Et donc ça, c'est un message très optimiste parce que il ne faut pas, bien sûr, c'est préoccupant, mais disons qu'il ne faut pas désespérer quand l'ophtalmo vous dit qu'il y a un colobome rétinien bilatéral. Ces enfants doivent avoir une vision stimulée et se débrouillent vraiment bien avec leurs résidus visuels. Ça, c'est la première chose. Et on a pu montrer ça avec Gilles Martin grâce à un travail qu'on a fait en collaboration avec beaucoup de familles que l'on connaît, ou sur des questionnaires, on s'est aperçu que finalement, ces enfants avaient une utilisation dans la vie quotidienne de leur vision qui était excellente, ou du moins meilleure que ce qu'on pouvait penser. La deuxième recherche qui a abouti à une publication récente, qui est un petit peu moins optimiste, mais qui est, j'allais dire, lucide, c'est les troubles du comportement et les troubles du spectre de l'autisme, puisque ces enfants ont, bien sûr, du fait de leur déficit visuel et auditif, des tendances à l'auto-enfermement, à la difficulté relationnelle. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut étiqueter ça autisme ou pas? Ça, c'était la première question. Et si oui, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'atteinte sensorielle et ces troubles du spectre de l'autisme? Donc là, on s'est aperçu que oui, on pouvait, avec des échelles qui définissent l'autisme, considérer que les enfants chargent pour quand même une majorité d'entre eux ont des troubles du spectre de l'autisme. Donc ça, c'était un petit peu la mauvaise nouvelle. Et l'autre nouvelle qui est assez lucide et qui est intéressante, c'est que la corrélation avec l'atteinte sensorielle, visuelle et auditive n'est pas très bonne. Autrement dit, il y a des enfants qui ont de façon un peu primaire, un peu endogène, un peu intrinsèque, un risque d'autisme. Et donc, c'est très important de le savoir parce que ça a changé notre regard sur les charges nourrissons. Et maintenant, nous sommes beaucoup plus vigilants, en particulier avec les pédopsychiatres,
certains qui s'occupent spécifiquement des enfants chargent avec nous, d'avoir une vraie vigilance sur leur communication, comment est-ce qu'on peut aller les chercher là où ils sont et à la fois respecter leur nécessité de temps en temps d'être au calme, de ne pas être trop stimulant pour ne pas les envahir de quelque chose qui serait ingérable et qui aboutirait en fait à leur auto-enfermement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, ça a une vraie incidence, j'allais dire, sur ce que les parents peuvent en penser. Voilà un petit peu de choses nouvelles que le CRMR, depuis quelques années, a mis en évidence dans le syndrome de charge et que je voulais communiquer avec vous. Des choses un petit peu plus pratiques, le PNDS, ça fait longtemps qu'on en parlait. Eh bien, grâce à la filière, grâce à l'énergie de Myriam de Chalandard et son équipe, grâce à l'équipe de Bordeaux avec qui nous avons collaboré, avec Marine Legendre, avec le professeur Lacombe, et surtout une jeune interne de génétique qui avait un moment de disponibilité professionnelle, Audrey. On a pu donc rapidement, efficacement rédiger ce PNDS qui est tout à fait utile et intéressant et qui a été publié cette année. Donc là, je vous le recommande si vous n'avez pas été encore informé de son existence. Autre chose pratique, eh bien, l'association Enfants Soleil, Syndrome Charge, dont vous connaissez l'énergie de la présidente, Madame Morand, fonctionne très bien et c'est rare qu'on puisse, nous, comme professionnels de santé à Necker, être aussi soutenants d'une association de parents dans la qualité du travail et du sérieux est tout à fait remarquable. Et donc, certes, le Covid a un peu mis ça à un niveau modeste d'expression depuis 2 ans, mais j'ai rencontré Madame Morand et Léo récemment. Léo va très bien d'ailleurs, c'est un vrai bonheur de voir ce jeune adulte ou ce vieil adolescent jeune adulte qui passe en première générale. Enfin, chapeau l'artiste, chapeau à lui et chapeau à la façon dont on a su, justement, et c'est un très très bon exemple, comment est-ce que quand l'environnement s'adapte, on arrive à ce que ces adolescents ne partent pas en vrille, ne se heurtent pas à la norme et arrivent avec leurs difficultés à se frayer le chemin. Quand même, 30% d'entre eux n'ont pas de troubles cognitifs. Et ceux qui n'ont pas de troubles cognitifs, ça veut dire de déficit intellectuel à proprement parler, ont des troubles du comportement et ont beaucoup de mal. Et quand on arrive à ce que l'environnement s'adapte et les apprécie comme ils sont et essayer d'organiser leur existence et leur apprentissage en fonction de leurs difficultés, le résultat peut être tout à fait normal, quoi, tout simplement. C'est quand même assez remarquable. Bref, petite parenthèse sur Léo, pour vous dire que donc l'association est de toute confiance. Déjà, ça c'est bien parce que les parents peuvent s'adresser à cette assoce. Ils connaissent la variabilité, ils connaissent la fragilité des jeunes parents, ils connaissent aujourd'hui, c'est une association qui est ancienne maintenant, hein, et avec qui on travaille depuis très longtemps, connaissent l'envie des jeunes adultes de faire leur petit groupe à eux. Donc, c'est fin, c'est subtil comme approche et comme prise en charge. Et donc, ils font tranquillement tout seuls, parce que c'est une assoce de parents, des journées ou des week-ends familiaux. Et puis, nous allons reprendre les journées parents professionnels que nous faisons avec eux tous les 3 ans. La dernière a eu lieu en 2018. Avec le Covid, ça devait être 2021. Ce sera peut-être 2022, plutôt 2023, le temps qu'on reprenne contact et qu'on réorganise tout ça. C'était souvent au Crêpes à Poitiers, dans un endroit qui est, c'est vrai, pas très central, mais il y a il y a un rituel, que ce soit à Poitiers. Puis ensuite, c'est très soutenu par le CRESAM, donc le centre de ressources pour enfants sourds et avec handicap associé ou sourds aveugles, est très, très partenaire, hein, de cette aventure. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles. Je ne peux pas encore vous donner une date, mais en tout cas, il y a un projet que ça recommence. Voilà, et puis ce syndrome, il y a encore beaucoup de choses à connaître.
la biologie moléculaire montre que les formes modérées sont fréquentes. Donc, actuellement, on a un accroissement du spectre du charge vers des mutations CHD7 qui donnent des tableaux assez atypiques. Alors, est-ce que ce sont des charges, pas des charges? Ça, c'est de la discussion de généticiens. Mais moi, je trouve que sur le plan clinique, c'est intéressant d'avoir l'idée quand même de ce potentiel profil de développement commun à ces enfants, avec un profil commun sur le plan psychomoteur quand ils sont jeunes. Et c'est pas grave s'ils sont sur le dos, c'est pas grave si ils semblent avoir une hypertonie postérieure. Il faut surtout pas les comparer à des enfants qui auraient des infirmités motrices cérébrales de préma. Et puis de leur comportement à l'adolescence, cette particularité d'adaptation aux autres, de savoir passer son tour ou attendre son tour, plutôt avec des enfants qui sont impatients, qui ont du mal à considérer l'autre, en fait. Donc, ces deux choses peuvent exister même dans les formes modérées. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et puis, ça permet aussi, chez des enfants qui avant étaient, ou des adultes qui étaient étiquetés Kallmann-Lemorcier et autres, de pouvoir dire oui, c'est un enfant qui a une mutation CHD7 avec cette frontière avec le syndrome charge. Voilà. L'association américaine est très puissante, Chart Foundation, ils font des journées annuelles dans différentes villes des États-Unis tous les mois de juillet. Donc, pour les anglophones d'entre vous, c'est une source d'information et de recherche qui est très puissante. Donc, on essaie de les suivre. Il n'y a pas de journée internationale, mais la journée américaine est quand même très internationale. Donc, à suivre pour le mois de juillet 2022. Je ne sais pas ce que le Covid permettra de faire, mais je pense que ça aura lieu. Et puis, voilà, je crois que pour tous les gens qui ont envie de s'informer sur ce syndrome, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites, etc., on essaye d'être le plus fourni possible et on est là pour répondre à vos demandes. Et j'espère pour aider ces enfants extraordinaires à être au meilleur d'eux-mêmes et à se développer au sein de familles qui les comprennent et qui les mènent au meilleur. Voilà, bonne journée.